Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon point lecture du mois de novembre. Et le cadrage a peut-être un peu changé par rapport à ce dont vous avez l'habitude, tout simplement parce que là où je filme habituellement mes vidéos le week-end, aujourd'hui nous sommes lundi et mon mari bosse à la maison. Donc c'est lui qui a le gros fauteuil. Voilà, moi je suis sur ma petite chaise de bureau, donc peut-être que le plan est un peu différent. Et il aurait pu être encore plus différent parce que j'étais à vraiment deux doigts de filmer cette vidéo dans mon salon, tellement en ce moment il fait très froid dans ma véranda. Et là, on a une petite accalmie, un magnifique soleil et une température tout à fait agréable. Donc je me suis dit, j'en profite, je tourne cette vidéo aujourd'hui. Voilà, alors c'est une vidéo qui va être assez rapide puisque j'ai 6 livres. Et encore, non, j'ai pas 6 livres dont il faut que je vous parle aujourd'hui. J'ai lu 6 livres en novembre, mais en réalité, je vais vous parler simplement de 4 livres parce qu'il y a 2 livres dont je vous ai déjà donné mon avis dans mon dernier vlog. Donc, si les avis de ces livres vous intéressent, je vous renvoie à l'une de mes anciennes vidéos sur mon vlog du mois de novembre. Voilà. Alors sans plus tarder, par ordre de préférence de celui que j'ai moins apprécié à celui qui m'a le plus enthousiasmé, je commencerai en 6e position avec le livre Nosferatu de Joe Hill. C'est justement l'un des 2 livres dont je vous ai parlé en vlog, donc je ne vous donnerai pas mon avis, simplement sachez pour votre information que j'ai mis à cette histoire la moyenne 2,5 sur 5. Ce n'est donc pas un enthousiasme débordant qui m'a étreint en lisant cette histoire. En 5e position, un 2,5 sur 5 là encore avec Sorcery of Thorns. Donc c'est écrit par Margaret Rogerson et c'est sorti aux éditions Brajlon dans leur collection Young Adult qui s'appelle Big Bang. Et ils ont d'ailleurs réédité ce livre là récemment avec une nouvelle couverture très jolie et un papier un petit peu gaufré qui fait penser au fameux grimoire qui parsème ce récit. Alors pourtant ce livre avait tout pour me plaire, c'est de la fantasy young adulte, c'est un one shot, ce qui est plutôt rare dans le domaine de la fantasy et ce qui était très appréciable. Et en plus de ça, ça se déroule dans un univers où il y a de nombreuses bibliothèques remplies de livres et de grimoires malfaisants. Bref, j'étais très enthousiasmée en débutant cette lecture et puis autant vous dire que c'est retombé comme un soufflet. Pour vous résumer cette histoire en quelques mots, on va sur une jeune femme qui s'appelle Elisabeth qui vit depuis son plus jeune âge dans une bibliothèque et un jour il va y avoir un grimoire qui va se transformer en monstre assoiffé de sang qui va semer le chaos et la désolation derrière lui et Elisabeth va être accusée d'avoir libéré et lancé ce grimoire à l'assaut de la bibliothèque et de ses habitants. Et évidemment, Elisabeth va faire tout ce qui est en son pouvoir pour prouver le contraire. Alors comme d'habitude, point positif, point négatif, eh bien point positif, l'univers, bien sûr, je suis une lectrice qui aime les univers de livres et de lecteurs et de lecture, donc je ne pouvais que favorablement apprécier cette atmosphère propre aux bibliothèques et cet environnement rempli de livres magiques. Donc ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a également plu, ce sont les personnages secondaires. On va suivre deux hommes, un sorcier et puis un démon qui lui est attaché. Je vous en dirai pas plus, mais je les ai trouvés très intéressants et très charismatiques l'un comme l'autre, donc ils m'ont vraiment plu. Et puis la fin était assez surprenante, je dois dire, assez masochiste également. Et oui, pour le petit twist final, voilà, c'est devenu aussi un point positif, mais malheureusement les points positifs s'arrêtent là, puisque je suis jamais rentrée complètement dans cette lecture, sachez-le. Je me suis ennuyée et j'ai trouvé que voilà, ça tournait un petit peu en rond. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que l'univers est trop peu exploité. C'était assez prévisible, dans le sens où l'auteur se lance quand même dans un truc qui doit tenir en un seul tome, donc il y a des choix à faire. Et vu qu'elle a choisi d'orienter son récit plutôt côté action qu'autre chose, de l'action il y en a, pas de souci, mais c'est un peu au détriment de la création de son univers et du façonnage de ses personnages. Et d'ailleurs les personnages, oh là là, donc l'héroïne Elisabeth,
Elle m'a laissée froide. Je l'ai trouvée fade, mais alors d'une fadeur sans nom. Je n'ai jamais réussi à l'apprécier malheureusement. Ce qui a contribué à me rendre cette histoire assez plate malheureusement. Alors maintenant je sais que je fais partie des rares personnes qui n'ont pas trop adhéré à Sorcery of Thorns parce que le livre plafonne à plus de 17 sur 20 de moyenne sur Livre Addict, ce qui est bien plus qu'acceptable, c'est très satisfaisant. Et voilà, moi je fais partie des quelques lectrices qui n'ont pas réussi à être conquises, mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je lis de plus en plus de romans fantasy et mes goûts sont devenus très pointus en la matière. Je sais vraiment ce qui me plaît et ce qui me déplaît, et là, concrètement, ça ne l'a pas fait. Ensuite, en quatrième position, avec la note de 3 sur 5, c'est Dites the loup que je suis chez moi, un roman qui est sorti aux éditions de 10-18 il y a déjà quelques années de ça, et c'est écrit par Carol Rivka Brunt. Alors, j'aurais tellement voulu l'apprécier davantage ce livre que je suis un petit peu frustrée à la sortie de ma lecture de ne pas l'avoir plus aimé que ça, même si 3 sur 5 c'est quand même une note satisfaisante. Alors pour vous résumer l'histoire, on est à la fin des années 80, ça débute en 1987 et ça se passe essentiellement à New York, dans la banlieue new-yorkaise en tout cas. Et on a une jeune fille qui s'appelle June, qui est très attachée à son oncle Finn, qui est un célèbre peintre très connu et qui va mourir du sida. Et on est vraiment au début du sida, à l'époque où la maladie est constamment mortelle parce qu'on n'avait pas encore trouvé un traitement pour rallonger l'espérance de vie des victimes du sida. Et on est à une période où la maladie fait encore plus peur qu'aujourd'hui puisque c'est vraiment les tout débuts. Alors, donc c'est un livre qui est assez curieux, c'est un livre qui est vraiment très atypique et qui fait la part belle aux sentiments, c'est-à-dire que c'est plus un récit d'émotion que d'action. Il y a une certaine lenteur qui se dégage des pages du livre mais qui m'ont somme toute pas dérangé parce que c'est pour nous brosser le portrait de la famille de June, son contexte familial. Et ça fait partie des points positifs là ce que je vous dis parce que j'ai vraiment adoré voir l'auteur nous brosser les rapports qu'entretiennent les personnages entre eux. June elle a une sœur et j'ai adoré en fait voir voilà, la relation qu'elles entretiennent toutes les deux, les relations qu'entretiennent les deux sœurs avec leurs parents, la relation qu'entretient June avec son oncle Finn. Bref, on a des liens qui sont pas forcément évidents dès le début de l'histoire, mais qui au fur et à mesure se tricotent par l'auteur et que j'ai trouvé absolument passionnant. Et puis évidemment tout le contexte historique est absolument passionnant. On assiste aux préjugés en fait qu'avaient les gens à l'époque sur la maladie du sida, leurs préjugés sur les homosexuels, leurs préjugés sur cette maladie. On ne sait pas encore, on sait qu'elle se transmet par le sang, mais est-ce que juste une petite coupure ça peut être suffisant pour se faire contaminer? Donc voilà, on est dans une espèce de petite psychose et un climat ambiant qui est vraiment pas serein et qui est très intéressant à observer en tant que lecteur et en tant que regard comme ça très extérieur. Maintenant dans les points négatifs, ce qui m'a plutôt déplu c'est que je m'attendais à ce que le récit parle davantage du sida. Alors vous allez me dire si vous l'avez lu, oui mais ce livre parle du sida puisque l'oncle Phil est décédé à cause du sida, oui, mais c'est vrai que j'aurais voulu davantage d'aspects cliniques en fait. On l'a à travers l'autre grand personnage du roman qui s'appelle Toby, mais j'ai trouvé que c'était pas encore assez suffisant. Voilà, on est plus au niveau du contexte du sida que dans la maladie elle-même. Voilà, j'aurais aimé être davantage dans les hôpitaux, j'aurais aimé être davantage dans la tête de ces personnes atteintes du sida. Ça m'a manqué en fait. En troisième place, et on commence à être vraiment dans le très bon, j'ai lu le tome 2 de La Passeuse de mots. Donc c'est écrit à quatre mains par les auteurs français Jennifer Twice et Aléric Twice. C'est sorti aux éditions Hachette, d'ailleurs un grand merci à la maison d'édition pour m'avoir fait parvenir cet ouvrage à l'image du premier tome. Le premier tome qui avait été pour rappel un coup de cœur lorsque je l'ai découvert il y a quelques mois en avril je pense. Et je suis tellement heureuse de ne pas avoir eu à attendre plus longtemps pour avoir la suite de cette histoire qui est tellement riche et fourmillante de détails. Alors,
est-ce que vous connaissez la passeuse de mots? Peut-être que si vous me suivez depuis quelques mois, oui, vous en avez entendu parler sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, mais c'est vraiment un récit de fantasy que je ne peux que vous recommander. Moi j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 2, même si ça a été un 4 sur 5 et pas un coup de cœur à l'image du premier tome, pour plusieurs raisons dont je vais vous détailler dans un instant. Alors de quoi parle cette histoire? On va suivre notre héroïne qui s'appelle Aria, qui se pensait simple fille de pâtissière et férue de lecture lorsqu'elle va se révéler posséder un destin hors du commun et des pouvoirs assez saisissants. Aria est une passeuse de mots, elle doit aller aux quatre coins du globe, dénicher ce qu'elle appelle des mantras. Donc ce sont des mots dotés de pouvoir et elle va se faire des compagnons sur la route qui vont la suivre fidèlement puisque le monde part en ruine. Il y a eu une machination qui a fait en sorte que le roi a fini assassiné et que les gens qui possédaient de la magie se sont retrouvés persécutés. Voilà. Et on ne sait pas qui est le grand méchant, on ne comprend pas très bien tout ce qui se passe dans le premier tome, mais on a bon nombre de réponses dans ce tome 2 et ça, c'est très chouette et ça fait partie des points positifs. Autre point positif, les personnages, ils sont tellement choux, tellement charismatiques, tellement inoubliables en fait. Quand je vous dis que j'avais le récit bien en tête, c'est à mon avis pas seulement le fait que j'ai lu le premier tome il y a quelques mois, c'est que réellement les personnages ont une profondeur et une épaisseur notables. D'autres points positifs, c'est la magie qui est présente dans ce récit, qui est assez atypique, c'est pas du vu, revu et déjà vu je ne sais combien de fois, à l'image par exemple, je ne sais pas, des magies élémentaires, ce genre de choses. Donc voilà, ça change et c'est très chouette. Ce qui me plaît toujours autant, c'est le changement de décor. Alors, un petit peu moins dans ce deuxième tome que dans le premier, mais alors dans le premier tome, on change à chaque fois de décor, mais du tout au tout. Et j'ai adoré ce dépaysement qu'occasionnent les changements de décor. Et dernier point positif et non des moindres, la fin. Alors le final et alors les révélations fracassantes, je n'ai rien vu venir. Je me suis dit ah peut-être que, mais en fait non, pas du tout. Et c'était mais tellement bien trouvé, ça m'a tellement laissé scotché, abasourdi. J'ai adoré ressentir toutes ces émotions au cours des 20-30 dernières pages. C'était vraiment quelque chose, un final époustouflant, je dois le dire. Et qui appelle la suite d'urgence surtout. Mais voilà, il y a quand même eu des points négatifs parce que sinon ça aurait été un coup de cœur comme pour le premier tome. Donc qu'est-ce qui m'a un petit peu chagrinée? Déjà je dois dire que le premier tiers a été assez long. Justement je vous parlais de changement de décor, le premier tiers je me disais bon quand est-ce qu'on s'en va de là et qu'on voit autre chose, vous voyez, donc ça quand je commence à ressentir ça c'est un petit peu dommage. Et alors la dernière chose qui m'a vraiment fait tiquer, et là je pense que c'est beaucoup plus grave, c'est qu'on est dans un récit de fantasy qui est quand même très axé sur la romance parce qu'on a tout le temps la description du tourment intérieur d'Aria et de ses sentiments pour les uns et les autres des personnages, voilà. Et depuis le premier tome, les auteurs essaient de nous amener dans une direction qui nous ferait éventuellement dire qu'Aria a des sentiments pour tel personnage, tout nous y invite, mais vraiment tout. Et là, vers la moitié de ce tome 2, on nous dit « En fait non, Aria n'est pas amoureuse de ce personnage, Aria est amoureuse de celui-ci. » Et tu te dis « Ah bon, mais j'ai raté un truc, comment c'est possible en fait ?» Non, ça colle pas. Fallait rester dans votre première ligne là. C'est quoi ça? Ça va pas. Et du coup, je n'ai pas compris ce revirement. Il m'a paru trop brutal. Vous voyez, ça s'est pas fait en douceur. Et j'ai trouvé que ça manquait de cohérence. Je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Et ça m'a déçue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas apprécié ce choix de la part des auteurs. Ça se discute pas, c'est subjectif. Ils ont très certainement leur raison et peut-être que pour eux c'est mieux amené que moi, ce que j'ai l'impression que ça a été. Bref, le fait est que leur choix romantique ne m'a pas convaincue parce que j'ai trouvé que ça allait à l'encontre de tout ce qui nous avait quand même bien amené depuis le premier tome. Bref, je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas si vous avez lu ce tome 2, vous comprenez de quoi je parle.
Je vais passer très vite sur l'une de mes meilleures lectures du mois qui est en fait une relecture, c'est le tome 7 de La Communauté du Sud de Charlène Harris. Pourquoi est-ce que je vous dis que je vais passer très vite dessus? Parce que c'est une énième relecture, ce livre je l'ai lu au moins 4 fois dans ma vie, donc c'est bon, on le connaît par cœur à force. Hein. Et en plus de ça, je vous en parle quand même régulièrement de cette saga dans le sens où eh bien je relis un tome de cette série par trimestre. Donc vous les voyez régulièrement passer dans mes points de lecture, ces livres. La Communauté du Sud, si vous ne connaissez pas les romans, peut-être que vous connaissez la série télé qui à l'époque s'appelait True Blood. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Non. Dans ce cas, pourquoi t'as pas mis plus? Parce que au bout d'un moment, l'attrait de la nouveauté a disparu. Voilà. C'est pas que j'aurais pu vous réciter le tome avant de le lire, mais pas loin. Mais moi je fais partie de ces gens qui prennent beaucoup de plaisir à relire leurs livres. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont absolument horreur de ça, qui lisent une fois un roman et c'est bon quoi. Pourquoi perdre du temps à relire des livres alors qu'il y en a toujours plus à découvrir? Ça se défend. Moi je fais partie de ces personnes qui au contraire adorent retourner dans un univers connu parce que ça a un côté extrêmement douillet, réconfortant et que moi je suis une fille qui adore tout ce qui est douillet et réconfortant. Donc voilà, moi je n'ai que des louanges à faire concernant cette série d'urban fantasy. Les petits dramas, les petits moments tragiques et mises sous tension, ça m'a énormément plu, les personnages, l'ambiance, tout ça, j'ai adoré. Et je vais passer encore plus vite sur ma meilleure lecture du mois de novembre, tout simplement parce que mon avis complet, vous pouvez le retrouver dans mon vlog du mois de novembre, c'est-à-dire le vlog que j'ai dû appeler présentation du calendrier de l'Avent, des santons, blessures de guerre. Bref, il se passait pas mal de choses dans ce vlog-là. Il était d'ailleurs plus long que les autres. Et j'ai notamment lu, du coup, en novembre, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. C'était mon deuxième livre de l'auteur. Et je l'ai tellement adoré que ce n'est pas un 5 sur 5, mesdames et messieurs, c'est un coup de cœur. Voilà, l'une de mes meilleures lectures de l'année. Et du coup cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous parler et vous donner mon avis aujourd'hui. Peut-être, je l'espère, vous ai-je donné envie de vous pencher sur eh bien, certains titres dont je vous ai parlé, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter cette vidéo et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!